Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Louise Fine, Mécanique du désespoir 2022. Élisée Sarin, L'organisation en procès 2022. Philippe Duez, Habiter un monde plus humain. L'éthique d'un contrat géographique fondé sur le vivable 2022. Quentin Meux, La République des valeurs 2022. Yahya El Yayaoui, Les communs numériques, propriété, économie de partage et gouvernance polycentrique 2022. Jacques Langlois, Pour un changement anticapitaliste de société 2022. Sébastien Roffa, Faire du rêve une réalité, l'histoire de Disneyland Paris, nouvelle édition 2022. Frédéric Debaumy, Le monde de Macron, La gauche défaillante et moi perplexe 2022. Jacques Arnoux, La guerre de l'espace aura-t-elle lieu 2022. Chrysostome Cijika Kayombo, Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de philosophie de l'éducation 2022. Olivier Caremelle, Argent, transfert, droit TV, Le foot à l'agonie 2022. Daniel Favary, Le référendum d'initiative citoyenne. Mode d'emploi. Pour une démocratie participative, 2022. Arnaud Maigre, L'innovation vertueuse. L'économie par les valeurs, 2022. Alexandre Baumann, Économie du militantisme, le paradoxe du cancer militant 2022. Sandy Larose et Ginette Francilus Sanon, Femmes, identité et chrétienté au temps moderne 2022. Lydia Kamenoff et Hortense de Vilaine dire L'Empire centre et périphérie 2022. Vladimir Cretulescu, Ethnicité roumaine, nationalité roumaine, La construction discursive d'une identité nationale, 1770 à 1878, 2021. Fatih Benmerad, Les médiations à l'ère des médiums digitaux, 2021. Mohamed Saouri, Abdelwahad Abrour et Mina Sadiqui dire Pratique de classe en contexte francophone 2021. Contenu par auteur. Isabelle Garcino, psychanalyste. La société malade de son narcissisme, page 21. Ulysse ou la quête de l'identité perdue, page 123. Le processus créatif déploiement d'un acte libre, page 219. Jean-Bernard Paturet, professeur émérite Université Montpellier 3 Paul Valéry. L'immonde, promesses et illusions, page 13. Immonde et externalité, page 139. Freud, Le poète comme l'enfant, page 211. Blandine Marot, psychologue clinicienne. Lara, page 79. L'ère de la simultanéité ou catacrèse de l'imaginaire, page 155. Jean-Claude Marot, sociologue de l'innovation numérique. Le temps de la pensée plate, page 37. La modernité délégitimée, page 87. Socrate ne doit pas mourir, page 177. François-Bernard Michel, professeur émérite de la faculté de médecine de Montpellier. L'art, le médecin et l'homme, page 167. Avant-propos. Aristote affirmait que si rien n'y fait obstacle, chacun se porte vers son lieu propre. Joindre son lieu propre suppose de pouvoir vaincre les obstacles qui font douter que la vie vaille la peine d'être vécue. Aristote précisait également que tout homme, tel Ulysse, est amené à ruser pour trouver son lieu naturel. Depuis la nuit des temps, l'humanité est en quête de son lieu propre. Mais en ces temps troublés, comment trouver ce lieu et est-ce même possible ? C'est une banalité aujourd'hui de dire que l'Occident traverse une crise de civilisation. Mais cela ne date pas d'hier. Bien que la ruse se décline de différentes manières, elle ne fonctionne pas au mieux de ce que l'on attend d'elle. Pensons aux bienfaits du progrès escompté par les Lumières. Ils n'ont pas été toujours au rendez-vous, et se sont même parfois révélés comme problématiques. L'incertitude récurrente des bienfaits attendus du progrès
a fait que celui-ci s'est rabattu sur lui-même afin de se remettre toujours plus en cause. Toute la modernité s'exprime à travers l'autonomie prise par le progrès. Devenu ainsi un procès sans sujet, le progrès n'a finalement d'autre ambition que de se reproduire lui-même. Ce que Luc Ferry appelle le progressisme. L'art a lui-même épousé ce mouvement devenant le langage de la modernité. L'art contemporain, esprit du progrès sans sujet, est devenu tautologique. Aujourd'hui nous entrons dans la troisième ère de l'humanité, l'Anthropocène. L'humanité est enfin reconnue comme la principale force géologique sur Terre. L'homme n'a plus à se soucier de faire l'histoire, il doit faire nature. Aujourd'hui, sauver la planète est devenu l'enjeu du pouvoir géohistorique de l'humanité. La communion géohistorique qui se dessine fournira-t-elle l'ultime clé du lieu propre? L'art contemporain, langage de la modernité, nous fait pressentir symboliquement que la réponse à la question est inquiétante. On peut l'illustrer par le geste artistique de ce jeune peintre japonais qui, en 1959, a voulu faire de sa dure rencontre avec la planète une œuvre d'art. Il s'est jeté du haut d'un immeuble sur une toile étendue dans la rue. Il a ainsi pu faire accéder sa création à titre posthume au statut d'œuvre d'art par le legs de sa toile ensanglantée au Musée d'art moderne de Tokyo. Faut-il y voir le symbole d'une modernité qui donne à penser? Est-ce jouer les Cassandres que de prendre au sérieux le caractère prophétique de cette performance artistique? L'ambiguïté de l'époque est-elle condamnée à osciller entre l'absurdie bureaucratique et technique et la ruse stimulante de l'Apocalypse? Ceci constituera la toile de fond de cet ouvrage écrit à plusieurs mains et selon les grilles de lecture de la philosophie, de la psychologie, de la psychanalyse, de la sociologie et de la médecine et qui se décline en 3 grands chapitres. Le sujet contemporain. L'errance du sujet. Le sujet créatif. Préambule. Cet écrit se voudrait politique, dans un livre politique, pour comprendre les oppressions du monde contemporain, ses nouvelles manières de penser et d'agir, et la nécessité de s'y opposer en particulier par le rappel à l'héritage, la pratique de la créativité. Non pas le politique, comme pratique du pouvoir ou comme lutte pour le pouvoir, où bonimenteurs et battleurs haranguent les citoyens toujours crédules, accourant à la peau et prêts à croire toutes les fausses promesses de financiers pillards et de prédateurs jouisseurs, les politiciens usurpateurs et prédateurs. Mais la politique, comme constitution d'un espace spécifique de conflit où s'opposent, comme le dit Jacques Rancière, ceux qui parlent et ceux qui font du bruit. L'activité politique devient alors la remise en cause et la redéfinition incessante des frontières entre parole et bruit, décidée et décrétée par ceux qui ont la parole et l'occasion, kairos, de la déassignation des places, accompagnée de la reconfiguration du partage de la parole. L'invention de la démocratie en Grèce, la Révolution française en sont les archétypes historiques, comme l'écrivait Cornelius Castoriadis. De nos jours, nombreux sont les mouvements politiques et sociaux, depuis les printemps arabes, les parapluies hongkongais en passant par les gilets jaunes, les révoltés de Biélorussie et bien d'autres, qui rêvent de subvertir les jeux du pouvoir et pour le pouvoir, de supprimer les classes politiques qui confisquent la citoyenneté et de donner la parole au plus grand nombre possible devant l'incurie des gouvernants actuels pour sauver la planète comme pour construire plus de justice et égalité entre les êtres humains, femmes, handicapés, malades, pauvres, etc. L'homme est le seul animal doté de la parole, dit Aristote. Sans doute, dit-il, la voix est-elle le moyen d'indiquer la douleur et le plaisir. Aussi est-elle donnée aux autres animaux. Leur nature va seulement jusque-là. Ils possèdent le sentiment de la douleur et du plaisir et ils peuvent se l'indiquer entre eux. Mais ajoute le Stagirite, la parole est là pour manifester l'utile et le nuisible, et en conséquence le juste et l'injuste. C'est cela qui est propre aux hommes, en regard des autres animaux. L'homme est seul à posséder le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Or c'est la communauté de ces choses qui fait la famille et la cité. L'être humain partage avec les autres animaux la voix qui lui permet d'indiquer son sentiment de plaisir ou de douleur. Mais à la différence de l'animalité, l'humain possède la parole, elle lui est spécifique. L'indice du proprement humain est le logo, qui manifeste l'utile et le nuisible. Ainsi pour Aristote, la voix indique et la parole manifeste. À la fois, elle définit l'homme et parce qu'elle permet de distinguer l'utile et le nuisible et par conséquent le juste et l'injuste, le bien et le mal,
elle fonde la famille et la cité humaine. La politique trouverait ainsi son fondement dans le logo. La question se pose alors de savoir quelle place est accordée à chacun dans l'espace public de la cité, et quelle est sa part de parole dans le monde commun, comme dit Hannah Arendt. Or, ce monde commun est, depuis quelques décennies, bien bouleversé par l'évolution de la science, par les découvertes des techniques, le recul des religions, l'ouverture à la mondialisation. L'entrée dans l'Anthropocène, ce monde étrange de zélotes zélateurs zélés du virtuel qui voudraient maîtriser toute chose et en particulier l'humain, supprimer toutes les frontières politiques, géographiques, autant que physiologiques, la mort et que psychologiques, l'inconscient. Le sujet dans le monde contemporain. L'immonde, promesses et illusions. Jean-Bernard Paturet. Professeur émérite Université Montpellier 3, Paul Valéry. Introduction. Il y a des temps où l'on ne doit dépenser le mépris qu'avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. Chateaubriand. Freud conclut la 31e de la nouvelle suite de leçons d'introduction à la psychanalyse, la décomposition de la personnalité psychique par sa célèbre formule qui a fait couler tellement d'encre et se multiplier traductions et interprétations. Woewar soll ich werden, c'est là un travail culturel, à peu près comme l'assèchement du Zuiderzee. La citation entière, avec l'image de l'assèchement du lac, a autorisé Conrad Stein et d'autres à sa suite à transformer la citation du maître et à énoncer « Là où il y avait de la mer, de la terre doit advenir ». Voilà précisément qui renvoie au concept de territoire, puisque ters, cette racine indo-européenne, signifie très exactement l'assèchement ou encore plus précisément le dessèchement du marécage, grand combat historique de l'Occident chrétien conduit sous la férule des moines bénédictins et cisterciens contre ce mélange indéterminé d'eau et de terre, de boue indéfinissable, floue et contingente, caligineuse et dangereuse, interlope et incertaine. Le ters, la terra désigne le sec, donc le solide et le ferme qui permet d'établir des points de référence, de donner des orientations et de construire des repères, des panneaux indicateurs sur lesquels s'appuyer, agencer, bâtir et finalement habiter. Le territoire est donc un espace sans eau, ou mieux, un lieu où l'eau a été canalisée et maîtrisée. Dans le texte biblique, le récit originaire de la Genèse oppose le fameux tohu-bohu à la terre ferme. L'action incoative de Dieu consiste alors à distinguer et à séparer par sa parole performative, la terre des eaux indéterminées. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent dans une seule masse et qu'apparaisse le continent, et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre, et la masse des eaux mer. De même au livre de l'Exode, Dieu assèche-t-il d'un puissant vent d'est mer Rouge pour que les Hébreux, poursuivis par l'armée redoutable de Pharaon, puissent la franchir à pied sec, sous la conduite de Moïse lorsqu'il fuit, pour leur délivrance, les chars égyptiens. Or, la modernité contemporaine est selon toute vraisemblance en train d'inverser la proposition énoncée plus haut et de poser voire d'imposer une nouvelle logique. Là où il y a de la terre, de la mer doit advenir. Voilà ce que l'on peut nommer l'immonde. Les rêves de toute puissance de notre monde contemporain, hantés sur la réussite spectaculaire des sciences et des techniques, n'expriment-ils pas en effet les stratégies occultes de l'inconscient telles que Freud l'a décrit, ignorance du temps, de la mort et de la sexualité, et la modernité immonde, n'est-elle pas son expression contemporaine et sa réussite actuelle ? Aussi pourrait également se renverser la citation liminaire à ce propos, et après le là où il y a de la terre, de la mer doit advenir, reviendrait en boomerang pour le sujet humain la formule freudienne inversée, wo ich war soll et werden, ou encore wo ich ist soll et werden. Là où le je était, du ça doit advenir, là où le sujet est, du ça doit advenir. Cette dernière formule ouvrant la voie royale, au règne inconditionnel d'un inconscient sans limite fondé sur la toute-puissance des sciences. Dès lors, il est facile de comprendre la haine à l'endroit de Freud et de ses épigones car l'inconscient comme l'immonde déteste la psychanalyse qui dévoile au cœur de chacun comme au cœur du collectif, des désirs insoutenables, des rêves refoulés et des divisions insupportables. Du solide au liquide, l'immonde. Rendre compte du monde. Simplement rendre compte du monde. Michel Houellebecq. La carte et le territoire. Les penseurs grecs, tragédiens, philosophes ont eu l'immense mérite de trancher le pédicule auquel la représentation du monde était appendue jusqu'à eux,
en séparant tout d'abord cosmos et chaos. Le cosmos se conçoit comme monde organisé, structuré, construit par et sur des lois, ordonnancé par le droit. Ainsi imaginé, il métamorphose le regard humain sur l'univers. Ce dernier n'est plus donné dans sa nature brute et immédiate mais décoré par l'homme qui le parle, y projette la poésie des astres et l'habitat les dieux. Le cosmos s'habille et s'orne de figures animales, de visages humains et d'effigies divines. De surcroît, avec le miracle grec du 5e siècle et l'avancée philosophique des présocratiques, le cosmos n'est plus pensé comme étant soumis à l'arbitraire de jouissance des dieux ni au despotisme de leurs amours exubérantes et farsesques, pas plus qu'à leurs incessantes et vétilleuses querelles mais à un tiers. La loi, comme le voulait Anaxagore de Clazomène. L'espace entier est alors ordonné, partagé, séparé entre sacré et profane, verticalité et horizontalité, bien et mal, droite et gauche, haut et bas, etc., de manière binaire, dualiste souvent manichéenne la plupart du temps. Cette binarité est à la fois physique et morale. Les Latins eux aussi avaient leur couple d'opposés mundus et immundus. Face au mundus, les turbulences cachées, les confusions primitives de l'immonde, les désordres du sans-loi, consécutifs aux carences du droit où règne l'arbitraire, l'aléatoire, le vague, le contingent, l'absence de bornes et de limites, l'anarchie et où vole en éclats, l'abri réductionniste de la logosphère et la référence assurée à la raison. Ce manichéisme est sans doute un des premiers modes de la pensée humaine, une manière archaïque de classer l'univers. Toutefois, cette approche demeure une représentation qui se poursuit au fil du temps jusqu'à nos jours. Ainsi le sociologue Zygmunt Bauman qualifie notre modernité de liquide. Il l'oppose à la modernité solide, rationnelle, classique des siècles précédents. Dans son livre « Le coût humain de la mondialisation », Bauman montre les valeurs contradictoires qui agitent notre monde partagé entre ces deux modernités mais fasciné par le rêve de s'arracher par tous les moyens, aux multiples formes de limites, de temporalité, de bornes, de lois et de déterminité dont la figure inquiétante de la Camarde malicieuse demeure l'archétype menaçant. La modernité liquide cherche à se désengager des contraintes territoriales et de leurs frontières restreintes dans l'univers de la mondialisation, délocalisation d'entreprises, grandes sociétés interétatiques au pouvoir incontrôlé, elle rêve d'entrer dans des explorations illimitées, à vaincre l'espace, tentative passionnante de cartographier l'univers et ses millions de galaxies, informations instantanées de tout événement quel que soit le lieu de son advenue sur la planète, fascination pour elle apostrophe, immédiateté, et à supprimer le temps, mise en cause de la flèche des généalogies et des filiations, une mère prêtant son utérus à sa fille carencée puis le récupérant par la grâce de la chirurgie après la naissance de l'enfant, vitesse sans cesse accrue des moyens de déplacement, utilisation de l'hologramme rendant possible l'ubiquité jusqu'alors réservée aux seuls saints. La liberté adossée à la science moderne et à la puissance quasi infinie de la technique est vécue comme grisante, enivrante, exaltante, sans limite, sans fin, possiblement hors temps et espace. La modernité contemporaine joue le mouvement et l'éphémère, le mouvant et le mobile contre le permanent et le fixe, le stable et l'invariable. Le réseau est privilégié à l'état, la toile, à la structure, les normes, à la loi, le dispositif à l'établissement, l'IA, intelligence artificielle vécue comme sûre, à l'intellect humain pas toujours bien fiable, etc. La modernité liquide s'appuie donc sur la fluidité, la mobilité, la vitesse, la précarité et le consumérisme. Elle fantasme un renouvellement permanent de toutes choses, d'où le risque d'ailleurs d'une incertitude généralisée. En témoigne la difficulté à formuler une taxonomie satisfaisante au champ de la psychopathologie, comme de la psychiatrie. Face à de nouveaux comportements inclassables, appartenant au flou, à l'incertain, à l'indéfinissable, au et en même temps que l'on nomme état limite ou borderline, les approches psychothérapeutiques habituelles peinent à construire un tableau clinique. Devant ces comportements proches de la acédia ou de la mélancolie, où règne la langueur, le vague, l'instable, le bipolaire, où les troubles de l'humeur se succèdent entre euphorie, dépression et irritabilité, les pratiques psychothérapeutiques classiques sont mises à question. En témoigne aussi, au champ du politique, le rejet des doctrines du XVIIIe siècle relatives à l'émancipation de l'humain, l'abandon progressif de la pensée des Lumières qui voyait dans l'histoire l'expression d'une téléologie rationnelle, la philosophie hegélienne qui cherchait à découvrir la phénoménologie et la formation de l'esprit dans le monde,
le marxisme et son règne des fins envisagé comme société sans classe, au-delà de quelques soubresauts spectaculaires, tombent en ruine. Les grands récits des messianismes monothéistes et les idéologies du grand soir, dont on peut mesurer aujourd'hui encore, les tragédies qu'ils ont entraînées au siècle précédent, devenues obsolètes, disparaissent lentement mais irrémédiablement aux oubliettes de l'histoire au profit des rêves démagogiques et hypnagogiques du marché triomphant. Au plan politique encore, la modernité fluide ou liquide vit sous le règne de la dictature du cœur, comme dit Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être, de l'émotion et du sensationnel. Le politique et ses histrions au cynisme effréné, incapables d'une pensée d'avenir, sans doute est-ce là le fondement de la tragédie du politique, livrés à l'immédiateté, soucieux de leur intérêt personnel à court terme, sans nouveaux grands récits ni projets novateurs, et impuissants à gérer l'économie ou la finance, pas plus que l'écroulement des démocraties ou l'effondrement climatique, jouent de l'affect, larme à l'œil et trémolo dans la voix, comme art de la preuve et comme projet d'avenir. Sans doute pour répondre aux attendus de l'opinion publique ? Le monde moderne est ainsi en train de laisser entrer de plein pied la pensée sophistique et de dérouler le tapis rouge à l'art de l'héristique, de l'épidéixis, de la séduction, de l'intérêt immédiat et surtout de la corruption de la raison. Il voit advenir le pouvoir de la manipulation et l'empire de l'oxymore, le fameux et en même temps, la croissance négative, la flexisécurité, la moralisation du capitalisme, ou encore la tolérance zéro, etc. Triomphe de Protagoras contre qui se battait déjà Platon en son temps. L'opinion devient ainsi la mesure de toute chose. À son époque, Michel Foucault, suivi sur ce point par Giorgio Agamben, mettait déjà en garde contre le nouveau pouvoir de l'opinion et de la norme. La première créant la seconde. Il montrait comment les conquêtes de nouveaux droits engendrent de plus en plus le pouvoir coercitif de la norme et comment le monde moderne se dirige doucement vers le renversement de la référence à la loi au profit de celle, immédiate, de la norme. Surveiller et punir expose la substitution de l'une à l'autre, à la fois dans l'évaluation et dans la sanction des crimes. Selon Foucault, sous couvert d'assurer l'application de la loi, les mécanismes disciplinaires ont entraîné progressivement et irrémédiablement une pénalité de la norme, irréductible dans ses principes et son fonctionnement à celle de la loi. Quantité de secteurs de la vie sociale sont passés à l'étamine de la norme, au crible de la qualité et au tableau de l'évaluation, label, norme ISO, certificat de contrôle. La norme, comme on vient de le dire, se construit en grande partie sur la statistique de l'opinion du plus grand nombre. Elle produit sans cesse du même et de l'identique et fonctionne comme un lit de Procuste, instrument de mesure du tyran éponyme. Procuste ou la loi pervertie par la norme. Le politique omniprésent dans sa volonté rarement démentie en démocratie de suivre et de répondre à l'opinion, produit des sondages sur tout et à tout moment. Il fabrique ainsi des textes législatifs à l'infini, hantés sur la tyrannie de l'enquête et des sondages d'opinion. La concaténation qui préside à leur élaboration consiste à coller au plus près de ces résultats et à s'appuyer sur les réactions prisées par la masse populaire manipulée par les médias. Leur fake news ou le mensonge est érigé en principe éthique. Les lois perdent alors leur fonction même de séparation, de distinction, de régulation, de prise de recul et de protection. Or ce n'est pas le rôle de la loi de répondre au coup par coup dans la réactivité immédiate, aux problèmes sociaux. Ainsi le palimpseste de la norme se substitue à la rigueur de la loi, laissant place à la propagation d'une culture contingente et délétère. Quelle place alors pour le sujet humain dans ce monde liquide ? Ne risque-t-il pas à son tour de se voir liquidé, de s'écouler comme une simple marchandise ou comme un stock ? Le sujet ne peut-il pas être liquidé comme on se débarrasse d'un témoin inutile, voire gênant ? Le latin liquidus renvoie à l'idée de transparence, et lixa signifie l'eau, racine du mot prolix, ou encore de lessive. Le sujet ainsi nettoyé des miasmes de son histoire et lessivé des exhalaisons de son inconscient, deviendrait alors transparent à lui-même, lisible dans un code-barre, ayant perdu toute énergie et toute résistance et livré à la merci du panoptique des réseaux sociaux. Liquéfié est le contraire de pétrifié, produit du regard de la tête de Méduse, personnage auquel Freud fut particulièrement sensible. Jean-Pierre Vernant écrit à propos de cette figure grecque, une des trois gorgones qu'elle donne à voir toutes les différences confondues,
Son masque traduit l'extrême altérité, l'horreur terrifiante de ce qui est absolument autre, l'indicible, l'impensable, le pur chaos. Das Ding de Freud, la chose, actualisée, angoissante et terrifiante. Elle laisse voir un monde bouleversé sans dessus-dessous, indifférencié et confus, épique et cauchemardesque. Ainsi en est-il du marécage moderne, tant il est devenu difficile voire impossible de tracer une quelconque cartographie de notre monde et de l'humain. La société malade de son narcissisme. Isabelle Garcino. Psychanalyste. La vie bonne comme lieu de l'avènement du sujet. Pour Aristote, toute chose en ce monde a son lieu naturel. Arrêtons-nous un instant sur cette acception. Ce lieu, au sens ici entendu, est un contenant sans extériorité, c'est-à-dire un contenu qui, tel l'univers, est son propre contenant, une intériorité absolue. En disant que toute chose a son lieu naturel, le philosophe affirme que tout ce qui est tend à joindre un endroit qui lui est propre. Si rien n'y fait obstacle, chacun se porte vers son lieu propre. En effet, si je prends l'exemple de l'espace physique, j'observe que la place occupée par un objet n'est ici et maintenant par définition occupée par aucun autre. C'est le lieu propre de l'objet qui l'identifie comme cet objet-là, là où l'on peut dire qu'il s'accomplit comme cet objet et nul autre que lui-même. Comme toute chose en ce monde, chaque homme a son territoire intime d'achèvement de lui-même. Comme toute chose en ce monde, l'être humain tend à se porter vers le sol de son existence si rien n'y fait obstacle. Cette notion d'obstruction pour dire que chaque chose, et l'homme en particulier, doit affronter le risque de ne pouvoir rejoindre son lieu propre. Se porter vers cette place à nul autre pareil se présente pour chacun comme la quête d'un paradis perdu. La différence par rapport aux autres objets, c'est que l'homme serait selon l'auteur antique, un animal raisonnable. Un animal raisonnable, c'est un être vivant conscient de se mouvoir lui-même et de concevoir ici et maintenant les motifs pour lesquels il se meut dans telle ou telle direction. Si par bonheur, nul accident ne vient s'interposer, l'homme se conçoit comme sujet de lui-même. Il a l'intime conviction de se poser sans autre détermination que lui-même. Mais est-il en vérité le sujet de lui-même ? Sinon pourquoi Aristote ferait-il intervenir cette question de l'obstacle ? Le destin du sujet, c'est de se rencontrer lui-même en vérité. Se dévoiler à lui-même en pensée et en action comme authentiquement sujet, marque pour le sujet, l'achèvement de sa quête de lui-même. Mais ce dévoilement peut être perverti par l'obstacle. Le destin de dévoilement n'est pas en lui-même un danger quelconque, il est le danger, affirmera Heidegger. Chez Aristote, le concept de sujet est désigné par le mot hypokemnon, qui signifie ce qui est couché par-dessous, sous-jacent, ce qui gît au fond. Le sujet est référé à l'ordre de la parole. Ce qui depuis son retrait est exhibé dans l'usage désignatif parlé se nomme hypokemnon. Le langage et la parole, le logo, sont ainsi les espaces quasi exclusifs de l'avènement du sujet dans et par la parole. Qu'on le définisse comme le système matériel des signifiants ou comme le pouvoir de symbolisation qui fait passer le réel à l'être, le langage spécifie l'humain. L'homme donc est un par-l'être, un être qui parle, quelqu'un qui tient son être de la parole. Il s'en déduit donc presque mathématiquement que tout être qui est pris dans le langage et qui exerce l'éminente fonction de la parole, serait un sujet. Rappelons que selon Lacan, le sujet tient sa structure de l'inconscient, c'est-à-dire du lieu de l'autre comme lieu du savoir où s'articule son discours. Le lieu naturel, du sujet aristotélicien prend donc le nom de lieu de l'autre avec Lacan. Appelons donc dorénavant processus d'individualisation ce parcours qui mène l'homme à être pleinement sujet de lui-même. Il s'agit là du cheminement qui mène le sujet à l'achèvement de son destin propre. Le fait que chacun ne soit pas d'emblée sujet de lui-même explique pourquoi son processus d'individualisation est vécu comme problème à résoudre. Or, nous dit toujours Aristote, l'homme dispose de la capacité de traiter les problèmes car il est un animal politique. Il dispose de la faculté de construire collectivement le cadre d'une vie bonne, à la mesure de son lieu propre. L'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille. Seul parmi les animaux l'homme a un langage, qui lui permet de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite le juste et l'injuste. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux. Le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres notions de ce genre. Le langage, espace de l'avènement du sujet et concomitamment,
espace d'organisation de ses conditions d'existence. Mais celles-ci sont multiples selon les lieux et les époques. Par conséquent, comme l'explique Lacan, le terme de sujet ne peut se réduire à une seule acception. D'où la difficulté qu'a le sujet de s'y retrouver. Le logo, voie d'accès au sujet et à ses conditions d'existence, est aussi ce qui permet à l'animal politique de développer la connaissance, et incidemment, la connaissance de soi. La philosophie des Lumières désignera l'obscurantisme comme la perversion du logo faisant obstacle au retour de la vie bonne du bon sauvage. Ce mouvement déjà à l'œuvre avant le XVIIIe se proposait de libérer, grâce à la rationalité, le sujet des croyances et superstitions qui détournaient l'homme de la quête de son lieu propre. Descartes, Hobbes, Leibniz et Kant notamment ont fait entrer l'homme dans l'ère du progrès, c'est-à-dire l'ère où la science et la technique vont lui permettre de créer les conditions de l'avènement du sujet. Mais ce progrès va rapidement oublier le sujet, au profit de sa propre obligation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, sur le plan économique, l'innovation devenue le moteur de la croissance exige sa propre reproduction. Dans l'innovation destructrice, Luc Ferry montre que le contexte actuel de mondialisation de l'économie et de compétition universelle confronte les acteurs économiques au dilemme « innover ou disparaître ». Pour les entreprises, innover dans les produits, dans l'organisation du travail, dans la recherche de nouveaux marchés, devient une impérieuse nécessité. Reprenant les analyses de Schumpeter, l'auteur rappelle que chaque innovation rend caduque celles qui l'ont précédée dans le secteur considéré. Ce qui ne manque pas des apostrophes impacter négativement les entreprises concurrentes, qui n'ont pas su innover. Cette tendance contribue à détruire des emplois, tout en impulsant l'émergence de nouvelles innovations. Le monde se contraint lui-même en étant à la fois acteur et victime des changements qu'il promeut et qui le traversent. Le progrès s'achève toujours dans l'inattendu de ses effets pervers. Non seulement le sujet ne s'y retrouve pas, mais il se dissout dans sa plurivocité. Le progrès alors devenu sa propre finalité se perd dans sa récurrence. Cet éternel recommencement nous rappelle le supplice du rocher auquel Zeus condamna Sisyphe, le roi de Corinthe. L'histoire commence par l'enlèvement d'Égine, fille d'Assopo, dieu du fleuve Assopo, par Zeus. Sisyphe l'ayant vu faire le dénonce à Assopo. En échange, celui-ci fera couler une source sur Corinthe. Zeus l'apprend et, fou de rage, il demande à Thanatos de rendre visite à Sisyphe. Ce dernier, très rusé, surprend Thanatos et l'enchaîne, si bien que plus personne ne meurt. Mais bientôt Zeus délivrera Thanatos. Celui-ci amènera Sisyphe dans le royaume d'Hadès, où il sera condamné à hisser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une pente de l'enfer et le voir impuissant perpétuellement retomber. Alors qu'il croit toucher au but, il doit chaque fois regravir la montagne en poussant son fardeau. De même en est-il de l'essence du progrès, qui apparaît de nos jours comme une fuite en avant dont le moteur est sa propre réitération. On pourrait ici même filer la métaphore jusqu'à la comparaison suivante. Ce progrès présente parfois toutes les caractéristiques du TOC. Charles Darwin avait estimé comme particulièrement probable que l'humanité telle que nous la connaissons n'en soit pas au stade final de son évolution, mais plutôt à une phase proche de son commencement. L'étape finale de notre évolution, serait-ce là le chemin du lieu propre du sujet ? L'homme d'aujourd'hui dispose de moyens technologiques qui auraient fait rêver Darwin, les moyens d'une percée majeure pouvant changer radicalement le futur de l'humanité. Le concept de Gunther Anders de honte prométhéenne préfigurait cette troisième voie, notamment incarnée par le mouvement transhumaniste. C'est le progrès considéré comme la voie de l'homme indéfiniment augmenté. Le transhumanisme prône l'usage des sciences et des techniques pour développer les capacités physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la condition humaine tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie comme inutiles et indésirables. Certains théoriciens du mouvement, comme Raymond Kurzweil, constatant l'accélération constante du rythme des changements technologiques, estiment que les 50 prochaines années verront apparaître non seulement des avancées technologiques radicales mais également une singularité technologique, c'est-à-dire un point d'inflexion technologique qui changera la nature même de l'homme. Nous l'avons vu, chaque innovation aboutie exige d'investir à nouveau dans le progrès. Celui-ci est une fuite en avant dont la réitération, et non le but à atteindre, est son principal moteur. Malgré tout,
le mouvement transhumaniste persiste et signe en promouvant l'idée que la vie bonne est au bout et que son terme ultime sera la promesse de l'immortalité. Or, cette avancée exponentielle n'est pas sans conséquence si l'on considère l'impact sur l'écosystème de la planète. C'est ce qui fait dire aux chercheurs que nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène. Cette ère aurait débuté en 1784 avec la première machine à vapeur. L'Anthropocène est cette période de l'histoire où l'homme peut désormais être reconnu comme la principale force géologique sur Terre. Descartes promettait déjà que la science allait rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Et cependant, nous nous trouvons face à un paradoxe. Certes, le progrès a fait de l'homme l'artisan de sa planète, mais les conséquences ont échappé à notre contrôle. De fait, la vie bonne n'a pas encore trouvé sa condition véritable d'existence et la démarche du sujet vers son lieu propre est toujours à réinvestir. En outre, le modèle de l'avancée inexorable du progrès vers les territoires de la vie bonne, auquel se réfère le transhumanisme, est désormais soupçonné de forfaiture. Les jeunes générations qui manifestent un peu partout en faveur de la défense de la planète dénoncent le marché de dupes qui se cache derrière cette fuite en avant vers des lendemains qui chantent. Elles reprochent aux générations précédentes leur incapacité à leur léguer un monde vivable et leur refus de voir le caractère autodestructeur de leur modèle de progrès. Le sociologue Bruno Latour parle de la nécessité des ' atterrir. Le moment est venu, celui de ce que j'appelle atterrissage, qui demande en fait que l'on réalise combien nous sommes dépendants de la planète. Que sera le post-humain quand toute vie animale aura disparu de la planète? Ce que dénoncent symboliquement les jeunes générations, c'est un modèle de progrès qui conduit le sol de l'humanité à quitter celle-ci. Bruno Latour établit un constat parallèle en politique à travers l'analyse du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, dit-il, sont des migrants de l'intérieur quittés par leur pays. Souvenons-nous, Sisyphe est un moment parvenu à faire illusion en enchaînant Thanatos, promettant ainsi aux hommes l'immortalité. Mais le destin en a décidé autrement, et en fait d'immortalité, l'a condamné à être perpétuellement quitté par la rencontre de soi. Le malaise de la civilisation contemporaine. Le groupe humain se retrouve menacé dans son intégralité, et l'ensemble des cultures s'en trouve nécessairement affecté. Chez Freud, le terme de civilisation désigne la totalité des œuvres et organisations dont l'institution nous éloigne de l'état animal de nos ancêtres et qui servent à deux fins: la protection de l'homme contre la nature, la réglementation des relations entre les hommes. Ce terme d'usage récent indique donc que la civilité, la politesse, le respect de la vie, des biens et de la liberté des autres ne sont pas des données mais des conquêtes. La conduite humaine ne revêt un visage humain qu'au terme d'un effort s'exerçant sur une matière première rebelle à ce que la vie en société exige d'elle. Qu'en est-il de la société occidentale contemporaine ? L'anthropologue français Louis Dumont avait entrepris, dans le milieu des années 60, de mener d'un point de vue anthropologique une étude sur l'homme occidental. Sa démarche est celle d'une sociologie compréhensive, au sens où l'entend Max Weber. Le sociologue se propose d'étudier l'homme en tant qu'il n'a pas seulement un comportement observable, mais qu'il agit en fonction d'idées et de valeurs. Par conséquent, son enquête sur notre société met l'accent sur les représentations collectives de ses membres, autrement dit sur la signification que les intéressés eux-mêmes donnent à leur façon de faire. On peut reconnaître ici la parenté de son approche avec celle de l'analyste. Dans cette anthropologie de la modernité, Dumont met l'accent sur la révolution des valeurs qui fait passer du type traditionnel au type moderne. La thèse centrale de ses essais sur l'individualisme est qu'il existe une idéologie moderne, qui se caractérise par la subordination de la totalité sociale à l'individu en tant qu'être moral, indépendant et autonome. Cette idéologie, l'individualisme, distingue les sociétés occidentales des autres sociétés qui, au contraire, valorisent la totalité sociale et lui subordonnent l'individu. Dumont écrit : quand nous parlons d'individu, nous désignons deux choses à la fois, un objet hors de nous et une valeur. La comparaison nous oblige à distinguer analytiquement ces deux aspects. D'un côté, le sujet empirique parlant, pensant et voulant, soit l'échantillon individuel de l'espèce humaine, de l'autre l'être moral indépendant, autonome et par suite essentiellement non social, qui porte nos valeurs suprêmes et se rencontre en premier lieu dans notre idéologie moderne de l'homme et de la société. L'individualisme,
c'est-à-dire l'idéologie de l'individu comme valeur, est une des conditions historiques de l'émergence du sujet. Jamais la référence à la linguistique ou à la logique que fait notamment Lacan pour construire et formaliser son concept de sujet n'oblitérera le fait que le sujet a des coordonnées historiques et culturelles très précises. On peut faire l'hypothèse que la modernité amène l'individu à régresser vers une position narcissique. L'hypermodernité crée les conditions culturelles dans lesquelles le sujet redevient le centre du monde. Elle renvoie le sujet à ce stade infantile de toute puissance que l'enfant traverse et où il est, tel un roi déifié, créateur de toutes choses. Cette fixation de l'individu à une position archaïque ne lui permet pas d'accéder à la castration préalable de la formation du sujet mature. Ce faisant, l'individu contemporain n'accède pas à la génitalité qui lui permet de renoncer aux interdits fondateurs de notre civilisation, conséquente au dépassement du complexe de castration. Cela se traduit par l'émergence d'un individualisme agressif remettant en question le vivre ensemble. Dans ce schéma, l'autre devient lui-même un objet et un objet susceptible de répondre à nos besoins. Cette régression ne serait-elle pas la conséquence des injonctions portées par notre société libérale ? Celle de la quête de la performance et de l'épanouissement personnel de l'individu. Ici se loge la contradiction déstabilisante. Comment se réaliser soi tout en poursuivant une réussite sociale de plus en plus exigeante ? N'est-ce pas là l'illusion de la toute-puissance inaccessible à la plupart des individus qui, courant après l'argent, n'ont guère le temps de l'introspection ? Cette utopie se fonde sur un nouveau modèle scientifique, celui où la science peut être capable de répondre à tous nos questionnements. Lors de sa conférence du 18 janvier 2014, Marie-Jean Sauret met en évidence l'émergence d'un schéma inverse du schéma pensé par les Lumières. Le monde contemporain défini par la technoscience, le scientisme et le marché, favorise l'individualisme et la régression narcissique comme clé de cet individualisme. Parallèlement, le manque du lien social se fait de plus en plus criant. Ce n'est pas sans raison que nos autorités morales en appellent de façon très incantatoire au vivre ensemble, comme solution au malaise de notre civilisation, alors que c'est le problème. La psychanalyse s'est toujours intéressée à la relation de la réalité personnelle, intérieure avec la réalité sociale extérieure. Winnicott souligne l'importance de l'environnement sur le psychisme. Freud parle de l'impossible cohabitation de notre bien-être et de nos désirs. Aucun bonheur n'est possible dans le cadre de la civilisation et de la culture, car il oblige l'être humain à renoncer à la satisfaction pulsionnelle. Aussi, pour lui, les illusions artistiques, philosophiques et religieuses sont compensations anesthésiantes, consolations lénifiantes aux sacrifices imposés par le processus culturel. Mais par-delà cette immanquable discordance entre les exigences de l'environnement et les pulsions du sujet individuel, il y a dans la société libérale libertaire actuelle les germes d'un paradoxe, celui d'un individualisme agressif où le narcissisme primaire est réactivé et à l'opposé, celui d'une recherche identitaire au travers de communautés grégaires. La clarification de ce paradoxe passe, selon Sauret, par l'examen des mécanismes de l'articulation du sujet au lien social. Freud, l'individu et la société. Dans sa métapsychologie, Freud analysait le développement de la civilisation à travers la métaphore du développement de l'individu. Il comparait souvent la société à un individu, il parlait d'individu-peuple, voire à un enfant susceptible de quitter ce stade très primitif pour aller sur la voie de l'organisation. Pour lui, le psychodéveloppement de l'individu jusqu'à la génitalité est normal, s'il y a renoncement à l'illusion de sa toute-puissance et acceptation du principe de réalité. Ce renoncement participe à l'émergence du sujet, lequel par ce compromis gagne l'aptitude à vivre en communauté lorsqu'il est devenu adulte. Un homme, ça s'empêche, disait Albert Camus. Chez Freud, le narcissisme primaire constitue un stade de développement nécessaire à condition d'être dépassé, et c'est dans la science, dit-il, que se situe la condition sine qua non du progrès. Le passage à la modernité constitue le pas civilisationnel décisif du processus sublimatoire post-narcissique. La science et la capacité technique à tirer le meilleur parti de la nature sont essentielles pour qu'advienne une civilisation meilleure, dit-il.
Un changement radical de l'ordre social a peu de chances de succès tant que de nouvelles découvertes n'auront pas accru notre maîtrise des forces de la nature et facilitent ainsi la satisfaction de nos besoins. Ce n'est qu'alors qu'il pourra être possible qu'une nouvelle organisation de la société bannisse la misère matérielle des masses, mais aussi exauce les exigences culturelles de l'individu. En comparant le développement de la civilisation à celui de l'individu, Freud a pu laisser penser qu'à l'instar des philosophes des Lumières, il voyait dans l'histoire de la civilisation un processus d'humanisation continue ayant nécessairement à traverser les différents stades normaux de développement. Mais la réalité actuelle pourrait bien mettre à mal la théorie d'une civilisation avançant bon gré, mal gré vers la maturité. Pour de nombreux observateurs, loin de progresser, la force civilisatrice de la société occidentale contemporaine semble avoir régressé ou simplement être restée au stade du narcissisme primaire. N'est-il pas paradoxal de voir cette civilisation contemporaine tant éprise de modernité, donner de tels signes d'immaturité ? La culture narcissique sans sujet. Nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle culture qui veut nier la vulnérabilité de l'homme, refoule la mort et tente à évacuer toute limite, mais qui de ce fait abolit la subjectivité humaine. L'individu doit donc se surpasser pour tenter de répondre aux injonctions sociétales, et si dès lors, il ne correspond plus aux normes édictées, il risque bien souvent de s'effondrer et d'éprouver un profond malaise de perte de sens. La culture narcissique a engendré une crise psychologique et la débâcle du monde contemporain tel que nous le connaissons, à l'image d'une société où émerge un retour à l'individualisme agressif et grégaire. Le concept de narcissisme est investi par plusieurs auteurs pour décrire l'évolution récente des sociétés contemporaines. Christopher Lasch a été le premier, en 1979, à avoir abordé cette problématique du sujet dans la société moderne. Ces interrogations portent sur les évolutions de la société américaine et sur la question du narcissisme. Dans son livre « La culture du narcissisme », il expose les conséquences de cette dernière sur l'individu lui-même et la débâcle du monde contemporain. À travers son analyse, il nous montre que le mythe du progrès s'effondre, engendrant une crise de repères et de confiance. Avec la modernité, l'individu rompt avec le passé en investissant, dans un premier temps, l'avenir et le progrès portés en germe. En réalité, la modernité s'avère aliénante pour le sujet et déshumanisante. Face à l'échec de cette nouvelle illusion, l'individu s'effondre. Selon lui, cet échec se traduit par une crise psychologique conséquente d'une politique où le culte du progrès et du management font loi au détriment de l'humain. Il s'agirait d'un phénomène culturel dont les causes sont sociales et les effets psychologiques. Ainsi, dit-il, la culture engendre non pas l'affirmation de la personnalité mais un effondrement. L'individu compense cela par illusion de toute puissance. Son analyse apporte un éclairage intéressant sur l'origine sociale du malaise. Il ne s'agit pas d'individus narcissiques mais d'une culture narcissique. Lasch y décrit une culture où chacun lutte pour sa survie au sein d'un monde sans repères. La culture marquée par des individus au moi non pas glorieux mais davantage dotés d'un moi pauvre qui vivent dans l'instant, de manière égocentrée en dehors de toute filiation. L'individu perdu développerait alors un moi pauvre, mais qui prendrait toute la place car il ne sait pas où est la sienne. Il nous décrit une civilisation thérapeutique, où l'on embrasse une stratégie de survie pour faire face à son vide intérieur et à sa solitude. Son approche psychopathologique témoigne, comme le fait la psychanalyse, de sujets à personnalité régressive, dominés par des éléments archaïques, ayant un moi vide flou et fantasque, un moi qu'il nomme moi assiégé. Le narcissisme individuel est donc pour Lasch une défense contre la rage d'impuissance ressentie plutôt qu'un amour de soi. La culture moderne induit ici davantage un moi anxieux qu'un moi impérial. Le sociologue français Gilles Lipovetsky a repris par la suite cette étude de la culture du narcissique en 1981. D'après lui, nous sommes entrés dans l'ère du vide. Cet essai sur l'individu contemporain présente tout de même une lecture moins sombre. Son interprétation de ce phénomène est plus ambivalente, et l'individu y est présenté comme moins fragile. La narcissisation des individus dans la société moderne est conséquente à la destruction de cadres, de repères et engendre une uniformité du social. Il décrit cette culture dans toute son ambivalence, elle est décentrée, novatrice et rétro, conso et écolo.
Au sein de ces contradictions, l'individu évolue dans cette ère du vide, où le sujet recherche de nouveaux repères. Il constate que chacun recherche à créer de nouveaux liens, en se rapprochant de groupes qui lui ressemblent. Selon lui, le narcissisme n'est pas lié à une détresse métaphysique mais à une décontraction. Il le définit comme la tentative de se dégager de l'emprise de l'autre en rupture avec la standardisation de la société de consommation. L'individu narcissique est décrit par Lipovetsky de manière moins négative que chez Lach. Le moi des individus est cependant également reconnu comme faible et fragmenté, sans cohérence, flottant et donc régressif dans sa tentative d'émancipation de tout cadre. De manière similaire à Lach, l'individu y est présenté comme infantile par rapport à son désir immédiat et l'illusion de toute puissance. Là encore, le narcissisme nomme la faillite de la subjectivation. L'émergence actuelle de la culture narcissique dans une société qui se veut hyper moderne, tente à proposer à l'homme une nouvelle illusion, où chacun peut dénier le malheur d'être un humain possiblement fragile, mortel. C'est l'époque de l'humain augmenté. À l'ère du transhumanisme, d'agent réparateur l'officier de santé devient agent transformateur. L'éthique psychothérapeutique nous y a préparés, en s'inscrivant dans une idéologie historiquement prométhéenne. L'éthique devenant idéologie, ce qui était aberrant hier peut devenir normal aujourd'hui. Le mouvement transhumaniste s'est ainsi approprié de façon bien singulière la notion nietzschéenne de surhomme. Benjamin Lavigne, doctorant de l'Université de Lorraine, nous rapporte les propos développés par Ray Kurzweil sur les principales préoccupations de ce mouvement dans son livre « L'humanité 2.0 », la Bible du changement. Leurs impératifs sont tout d'abord l'augmentation des capacités humaines grâce à des prothèses externes et des prothèses internes. Ensuite, grâce à la sélection et aux modifications génétiques, se donner la possibilité de redessiner entièrement le corps humain et de créer le corps parfait. Puis de parvenir à télécharger l'intégralité du cerveau dans un ordinateur, ce qui permettrait à terme de changer d'enveloppe corporelle comme on change d'avatar, pour ainsi accéder à l'immortalité. On pourra aussi envisager le couplage de notre cerveau, via des implants neuronaux, à une intelligence artificielle surpuissante, omnisciente et omniprésente. Le transhumain sera ainsi libéré du fardeau du corps, délivré de la douleur et de la mort. On notera ici la reprise à son compte de la dichotomie antique et sympolienne du corps et de l'esprit, mais poussée à son paroxysme. Ainsi, la technologie permettra à l'homme de devenir l'inventeur de sa propre condition. La vie est une question technique qui exige une réponse technique. La souffrance du sujet dans la culture narcissique. La question de fond qui se pose désormais à nous est la suivante. Vers quel autre la civilisation actuelle pousse-t-elle l'idéal du moi ? L'autre moderne est-il l'autre qui détermine la subjectivité de notre époque ? Ou devons-nous considérer que l'autre est en pleine mutation ? Que l'autre moderne et la civilisation qui l'irriguait sont en passe d'être supplantées par un autre et une civilisation postmoderne ? L'autre moderne est-il notre contemporain ? Les indications de Lacan sur le discours de la science nous donnent une première réponse. Le discours capitaliste et le rapport particulier à la castration qu'il promeut laissent conjecturer un autre de la sortie de la religion. Soit un autre nettoyé du Père, de la vérité, de l'amour et de la croyance. Concernant la technoscience, dit Lacan, la forme galopante de son immixtion dans notre monde, les réactions en chaîne qui caractérisent les expansions de son énergétique, ses incidences sur la reproduction humaine, la différence des sexes, le statut du savoir et les voies et conditions de sa transmission, témoignent de la nouvelle orientation de notre civilisation postmoderne. Cette absence de diffusion, ou plutôt cette tentative, nous indique qu'il existe bien un lien de causalité entre la culture narcissique et la souffrance psychologique des individus qui la composent. En proie aux injonctions tyranniques et contradictoires de la société, ils ont perdu leurs repères et se sont fragilisés. Face à cette perte de sens, l'homme épuisé s'isole. Ce sentiment de solitude est symptomatique de ces nouvelles pathologies de l'hypermodernité, où le lien social se délite. Le recours de l'individu est alors de rechercher une nouvelle identité. Le consumérisme, ou à l'extrême les sectes ou les dérives religieuses intégristes en sont des exemples probants. L'individu dont le moi fragile a été mis à mal, échange son moi contre un moi collectif.
L'individu dépossédé de sa subjectivité au profit du collectif va faire l'économie de ses propres questionnements. La clinique montre ainsi la montée en puissance de dépression. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.